Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, rediffusion mardi 20h. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique, un rendez-vous hebdomadaire initié par la rédaction de Radio Gabon et qui est consacré à la promotion du débat démocratique. Dans ce débat, il y a des concepts, des paramètres et autres stratégies peu connues ou pas du tout, des citoyens qui pourtant les utilisent au quotidien. D'où le thème de ce numéro qui intervient dans un contexte d'agitation politique nationale. Quid de la création des partis politiques dans notre pays? Le cas du rassemblement Héritage et Modernité RHM. Pour en parler, nous avons invité une spécialiste de la science politique, habituée de cette émission, Dr Minze Abessol, politiste. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Nos meilleurs vœux. Merci. Toute l'équipe de Gabon Politique vous dit merci pour la confiance renouvelée à ce rendez-vous. Merci à vous. Avant d'aborder le thème proprement dit, une question d'actualité. Comment voyez-vous la composition du futur Sénat gabonais qui sera un mélange de sénateurs élus et ceux nommés par le chef de l'État comme cela est désormais stipulé dans la Constitution récemment révisée? Je vous avoue que je n'ai pas de vision particulière pour cette, on va dire, permettez-moi le terme, curiosité politique à venir. Au sens noble du terme. Et effectivement, du temps du Parlement monocaméral, nous avions déjà eu des chambres plus réduites, mais particulièrement dont la composition est comme ça mixte. Il faut quand même préciser que le contexte était différent, celui du régime politique. L'entité institutionnelle concernée l'était tout autant, puisqu'effectivement, il s'agissait à l'époque des députés de l'Assemblée nationale qui étaient nommés. Donc, à ce jour, on n'a que cette référence lointaine qui n'augure pas de ce que ça peut être dans un dispositif démocratique dans le contexte de 2021. Donc, nous attendons tous de voir avec impatience, en tout cas pour nous les analystes. Surtout qu'on ne connaît pas encore exactement le nombre de députés qui seront nommés. Absolument. Alors, alors ça dépend de ce à quoi on s'intéresse à ce moment-là. Est-ce que c'est la productivité? Est-ce que c'est le travail à fournir? Est-ce que c'est le casting? Mais le fait est que déjà une chambre réduite, c'est déjà à voir dans sa collaboration avec les autres institutions. Est-ce que vis-à-vis de l'institution jumelle, enfin la chambre jumelles, est-ce que vraiment le champ va rester le même? Est-ce que les relations seront les mêmes avec les autres institutions? Est-ce que le changement ne concerne que le renouvellement de l'élite qui va entrer là-dedans? Je pense que le questionnement pour nous va aller plus loin que la cosmétique effectivement que l'on attend, et je comprends bien qu'elle intéresse elle et en tenant compte de ce que le chef de l'État a dit, que ce serait une possibilité d'un surcroît de compétences et d'expérience dans les domaines sur lesquels le pouvoir législatif sera appelé à se prononcer. Eh bien, nous l'allons voir. Parlons à présent de notre thème. Le parti politique, le Rassemblement Héritage et Modernité, en abrégé RHM, avait été créé en mai 2016, quelques mois avant l'élection présidentielle dans notre pays, par des anciens cadres du Parti démocratique gabonais, suite à leur exclusion de cette formation politique qui est au pouvoir. Docteur, on voit bien qu'il s'agissait là d'un regroupement ou une association de transfuges
ou mécontents du PDG qui ont certainement décidé d'en découdre avec leurs anciens camarades. Est-ce cela une base fiable pour créer un parti politique? Écoutez, il y a des formes et des formes, il y a des motivations multiples, hein. C'est en fonction de l'histoire politique des pays concernés. Il n'y a aucune raison que celle-là n'en constitue pas une, d'autant qu'effectivement, avec le pluralisme, nous savons, c'est un secret de Polichinelle, que les questions parfois de démocratie interne dans certains partis politiques dans notre pays, notamment, pour le dire, le Parti démocratique gabonais, qui, par la force, par la récurrence, effectivement, de la nécessité de faire intervenir des logiques de sanctions, par la multitude d'entités qui s'en vont progressivement. Depuis, on peut partir des tout premiers partis, des toutes premières mouvances, tendances, hein, du CLR à l'époque, au début des années 90, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu comme ça des clivages qui se sont créés et qui n'ont pas toujours su être contenus. Et ça a donné matière à ce que certaines personnalités s'échappent de ce contrôle-là pour créer leur formation politique. Et cela est de bonne guerre. Rappelez-vous quand même que l'une des particularités du système démocratique, c'est bien la liberté d'association et de réunion, hein, que notre loi de 1962, qui est encore ce qu'elle est, cette loi, autorise néanmoins. Ça nous vient des droits fondamentaux. Un individu est tout à fait libre de décider d'aller se réunir avec d'autres, à condition qu'avec ces autres-là, ils aient quelque chose en commun, qu'ils aient une ambition, celle d'être au pouvoir ou de prendre le pouvoir, ou en tout cas d'influencer le pouvoir, et idéalement une philosophie et une idéologie commune. À partir de ce moment-là, ils vont décliner des actions, ils vont décliner des objectifs, et puis un plan alternatif un projet de société. Docteur, c'est l'occasion de revenir d'abord sur la définition même du parti politique. Qu'est-ce qu'un parti politique? Quel est son rôle dans une démocratie? Alors on peut dire plusieurs choses, mais il y a des points saillants qui vont se retrouver. On va considérer être en présence d'un parti politique lorsqu'on a une association organisée qui rassemble des citoyens qui se retrouvent là par la force donc de valeurs communes, d'une idéologie commune, d'une philosophie dans le meilleur des cas, et qui aspirent lesquels éléments moraux vont inspirer leur action et dont l'objectif est la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc, vous le voyez, ce n'est pas comme les autres formes d'organisation ou confessionnelles ou associatives, c'est généralement la logique d'une organisation au service une ou de quelques idées. C'est justement cette vision sociale et politique commune qui est souvent absente au sein des formations politiques. Vous avez raison de le relever, alors des formations, de certaines formations politiques. Je suis bien au regret de montrer que, par exemple, au niveau du Parti démocratique gabonais, les visions, alors sans doute le privilège de l'âge, on perçoit la vision, qui est une vision plutôt, on va dire rigide, qui est cela se tient, et le fait effectivement, qui est un élément majeur, que le créateur de ce parti, que le parti ait résisté à son créateur, montre bien que là, les éléments d'identification ne sauraient être absents. Qu'est-ce qui fait tenir pendant plus de 50 ans des gens qui ont des niveaux sociaux différents, qui ont des aspirations différentes? Il y a forcément des éléments d'identification partisane dans le cadre du Parti démocratique gabonais. Ce n'est pas lui qui nous intéresse aujourd'hui. Je souhaitais simplement ne pas laisser cette idée générale s'implanter, car celui-là a, alors ce que ça vaut, mais a une idéologie, a une philosophie, a des fondamentaux, des liens. Mais vous faites raison de relever qu'ils ne sont pas toujours très apparents lorsqu'on regarde une grande partie des partis qui sont nés après le pluralisme. Il suffit de partir effectivement
lorsqu'on regarde l'histoire, de toutes les scissions qui vont se succéder, du PDG lui-même, mais qui n'a jamais cessé de laisser des plumes tout au long de ces 5 décennies, bientôt 6 d'existence. Des partis comme le Morena, le Morena, l'UPG, avec l'extrême fécondité de l'UPG, jusqu'à la dernière en date qui est de quelques jours, qui sont encore des émanations du Parti démocratique gabonais. Donc, effectivement, l'aspect l'idéologie, l'être ensemble ne semble pas toujours être fondé sur des valeurs, mais plus souvent, comme vous l'avez dit, en tout cas pour les partis qui ont des émanations du PDG et qui, pour beaucoup d'entre eux, se retrouvent dans un giron pas très lointain à terme, puisqu'ils ont la plus grande famille, la famille politique. Dans laquelle, ils seront pas contents. On va les sortir ou ils vont sortir et ensuite ils vont évoluer dans un giron où quand même un minimum de choses restent préservées. Je pense effectivement que on peut le soutenir que l'aspect de l'idéologie est suffisamment absente puisque vous le voyez bien et l'expérience la plus récente aujourd'hui, on le voit. Un groupe de députés ont claqué la porte. Quelles étaient leurs valeurs? Je rappelle néanmoins que la socialisation et la culture politique de ces députés-là, qui aujourd'hui vont être à la tête des différents partis politiques, est exactement la même que leur confrères du Parti démocratique gabonais. On ne se refait pas l'éducation, fût-ce l'éducation politique. C'est vrai, la socialisation continue tout au long de la vie, mais les fondamentaux sont acquis une bonne fois pour toutes. Donc, effectivement, on va voir essaimer ce que le PDG, on va dire, a fait de meilleur, puisque généralement, c'est des élites. C'est généralement des gens qui ont eu des fonctions dans ce parti-là, qui aujourd'hui sont, en tout cas, dans le cas qui nous importe. Monsieur Michel Menga, vous connaissez, il a été au cœur du pouvoir, de la même manière, effectivement. Alexandre Barraud-Chambrier. Absolument, ce sont vraiment des identités remarquables de ce système-là, on va dire. Certains l'ont même, non pas conçu, mais consolidé et accompagné. Donc, est-ce qu'une idéologie différente et supplémentaire peut venir se greffer? Rien n'est exclu, simplement dans les délais qui sont les leurs, à savoir le poids que représentent les échéances électorales. Il va sans dire qu'on ne crée pas un être ensemble, un ciment, à l'aune de si peu de temps. Donc l'idéologie est quand même compensée par autre chose, qui permet et qui tient un moment. On n'était pas content, on n'était pas d'accord, on en a marre de l'absence de démocratie, on en a marre de la non prise en compte des aspirations de la masse, on en a peut-être marre de la sélection telle qu'elle se fait, et on s'entend sur ça. On se sépare du pouvoir. Et on s'en va. Et quelques mois, lorsque l'un des membres du groupe se rapproche encore du pouvoir, ça crée des tensions. C'est un peu le cas aujourd'hui. Le débat un peu déplacé, il devient parfois une affaire d'individus. Je vous vois un peu effectivement effleurer les considérations de nomadisme politique et si on laisse de côté le débat sur alors je ne dirais pas les convictions, on peut pas se permettre de remettre en cause les convictions que les gens peuvent avoir, mais si on met de côté l'aspect d'idéologie qui est le fondement du vivre ensemble partisan, effectivement, le coup d'éclat lorsqu'on part comme ça vaut au moment où on s'entend pour partir. Après, qu'est-ce qui va nous faire tenir dans le temps? Il faut bien se rendre à l'évidence que tout ça est compliqué, mais néanmoins, toutes ces personnalités sont des personnalités, permettez gentiment, c'est des roublards de la politique, c'est des personnes expérimentées. Chez nous, on parle même de professionnels de la politique. Et chacun d'entre eux sait très bien que le champ politique, à l'image un peu de ce que Bourdieu a fait lorsqu'il a comparé à ce que Schumpeter fait en économie, il s'agit là d'un marché. Chacun d'entre eux a bien pour ambition, peu importe l'idéologie, peu importe la réalité de l'appareil, son implantation locale,
qui sont toutes des choses qui définissent un parti politique, mais chacun d'entre eux est conscient que nous sommes en présence d'un champ politique, un marché, au sein duquel un parti politique va constituer un entrepreneur politique pour qui il revient de conquérir, accumuler des capitaux politiques en termes de mandat, en termes de postes de responsabilité ou d'emploi public. Et fatalement, il faut bien se rendre à l'évidence que chaque entrepreneur va élaborer des stratégies, soit pour accéder à une part de marché, soit pour la conforter, la maximiser, ou tout simplement la garder ou s'en emparer. Donc, même si dans un sens en amont, on trouve que nous, de notre point de vue, on ne voit pas l'appareil qui porte, mais ces personnes qui sont des professionnels de la politique n'en demeurent pas moins qu'elles estiment que le parti reste un outil qui au moins permet de participer. Alors, si je dis débat, ça risque de prêter à confusion parce que débat supposerait avec l'opinion publique. Non, il faut avoir un moyen d'aller se rendre utile sur l'espace compétitif. Et ce moyen-là, malheureusement ou heureusement, le parti politique reste encore un élément majeur, d'où justement, on va dire, les bisbilles, les bagarres, la nécessité qu'ont ces acteurs individuels de fonctionner avec une organisation juridiquement reconnue et établie comme telle, qui est un parti politique et qui permet d'être sur la table des négociations, pour le dire simplement. Je rappelle aux auditeurs que le thème de cette émission est « Quid de la création des formations politiques dans notre pays, le cas du rassemblement, héritage et modernité ». Et nous sommes dans ce studio avec le docteur Chantal Minzé Abessol, politiste et chercheur. Docteur, vous avez parlé justement de cette part du marché et c'est elle qui pose problème aujourd'hui parce que le parti se retrouve entre les mains des deux camps. Un camp qui se réclame légal, RHM, RPM, parce que ce parti avait été mué en rassemblement pour la modernité. L'autre camp, celui qui avait été exclu au lendemain de son entrée au gouvernement, revient à la tête du parti en portant, on peut dire, avec à ses côtés un élu. Le problème devient complexe. On ne sait pas qui réellement va rester avec les élus. C'est bien le souci. C'est vrai que la législation domestique, je pense notamment à la loi sur les partis politiques, mais également tous l'ensemble des textes autour des codes électoraux et même ceux qui concernent les règlements intérieurs de nos chambres parlementaires, établissent un certain nombre de règles. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, lorsque la séparation intervient en cours, alors que, comme on l'a dit, restons dans le langage emprunté au secteur économique, alors qu'il s'agit maintenant de conforter les parts de marché, il va sans dire que le problème est bien plus complexe. Mais qu'à cela ne tienne, malheureusement, c'est vrai que les individus ont la liberté de se déterminer. Et il me semble qu'en l'occurrence, un des députés, effectivement, a choisi un camp, puis un autre, enfin, au risque, effectivement, comme on l'a un peu facilement taxé, d'être dans la transhumance politique, a fait un choix. Mais je vous dis, tout cela relève de la réalité des échéances. Ce que je souhaite néanmoins dire par rapport à ça, c'est que l'autre fonction quand même des partis politiques, au-delà de la gestion des écuries, de la conquête du pouvoir, c'est quand même de porter les aspirations. La fonction tribunicienne. Il y a des demandes dans ce pays qui viennent des populations. Et malheureusement, on a un peu l'impression que ces combats et ces guerres et d'ego et de gains d'espace et de place relèguent un peu en second plan les aspirations qui sont légitimes dans un dispositif représentatif. Parce que nous aspirons à des représentants qui doivent satisfaire nos demandes. Alors,
c'est vrai que l'on soit dans tel bord ou dans tel bord, cela peut peut-être faire une différence, mais parfois, effectivement, la scène semble être occupée par des acteurs qui se préoccuperaient, on en a parfois le sentiment, davantage de capitaliser des logiques d'engranger des capitaux politiques, je dirais individuels et personnels, plutôt que remplir la fonction à la fois de tribunicienne, mais aussi d'accompagnement et de formation. Juste, le mot est lâché sans tenir compte des aspirations du peuple. C'est justement le cas de ce député du premier siège de la commune de Mouila qui aujourd'hui subit la pression de ses électeurs. Ces derniers l'attendent de pied ferme et de toute urgence pour aller justifier son choix. Cela est de bonne guerre, hein. C'est vrai, le caractère impératif du mandat. Il y a longtemps qu'on a statué là-dessus, mais il n'en demeure pas moins que dans une démocratie, on va dire, représentative, on est quand même le produit de mandants. Alors, le jeu est probablement un peu biaisé parce que la marge de manœuvre, quand on regarde effectivement le corps électoral, quand on regarde toute la réalité du vote, du rituel du vote, quand on regarde par exemple l'abstentionnisme, quand on regarde tout ce que ça implique, le moment de sélection de l'élite politique, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir réellement qui est-ce qui envoie, enfin, de qui on est, si je peux utiliser le terme encore, je mets des bémols, de qui un élu est-il redevable. Mais dans les faits, cela ne pose il n'y a aucun doute, hein, on est élu du peuple. Et donc, on a un minimum de comptes à rendre, même si les réalités du quotidien pour les élus, et là, il faudrait se pencher là-dessus aussi, peuvent ne pas être toujours très évidentes avec toute la logique carcan des partis, avec toute la logique même des dispositifs institutionnels, la nécessité de faire des alliances, la nécessité d'être porté par un parti, etc., font que les choses sont rendues un peu compliquées pour les candidats à ces responsabilités-là. Donc les choses ne sont pas simples, mais ce n'est absolument pas étonnant que les populations demandent des comptes, car en dernier ressort, tout cela est fait dans l'intérêt, a priori, du moins théoriquement, dans l'intérêt des populations. Il y a déclin des partis politiques qui est la conséquence de cette crise ou l'affaiblissement de confiance entre les citoyens et les hommes politiques, docteur. Alors, je ne dirais pas déclin des partis politiques, puisque justement le dynamisme de ce tissu associatif politique nous montre bien que un seul parti comme l'UPG, ce n'est pas d'elle qu'il est question aujourd'hui, mais justement c'est la formation des partis, a pu essaimer, se scinder en plusieurs entités partisanes et j'allais dire la plupart des autres partis ont fait de même. Donc il ne serait pas pour l'analyste convenable de dire effectivement qu'il y ait affaiblissement de ce point de niveau. En revanche, et je reviens sur ce que j'ai déjà dit, l'ancrage de ces formations par rapport aux populations qui déjà sont en demande par rapport à l'élite dirigeante. Mais face à ce jeu de morcellement extrême au niveau des partis politiques, que moi j'ai quand même coutume de dire, mais enfin, justement c'est le piège de la démocratie. On nous autorise à être libre, à créer, tant que faire se peut, dès lors qu'on est on n'a pas de condamnation, on est libre à partir d'un certain âge, dans des conditions définies au préalable, de faire ce qu'on veut. Après, ensuite on se permet d'en faire usage, mais malheureusement, effectivement, ça donne quand même qu'il y a une distanciation qui est quand même effrayante. Parce que même lorsqu'on est pas dans le camp au pouvoir, on peut constituer une alternative, avoir un projet. Ça suppose que les partis politiques seraient fondés en tout cas sur des projets de société viables et justifiables. C'est vrai, chacune des organisations pour exister
Hein, on leur demande ça au niveau du ministère de manière formelle de l'Intérieur. Il faut montrer un certain nombre, il faut remplir un certain nombre de conditions. Et donc, il faut... Et toutes ces conditions sont réunies d'après les responsables politiques, absolument. Et les idéologies, d'après eux, sont également réunies. Mais on s'étonne quand même, pour une population de 1,8 million habitants, on est déjà à plus de 70 partis politiques. C'est quand même trop pour quelle idéologie réellement? Alors, si c'est tant est le bien des Gabonais, pourquoi ne pas se regrouper? Vous savez, cela dépend d'où. Alors, je vous le redis, moi, je n'ai pas de souci avec ça parce que si on est démocrate, il faut la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de penser, etc. On ne devrait pas pouvoir dire une chose et son contraire. Sur quelle base voulez-vous qu'on empêche? Ce sont des droits fondamentaux qui remontent à la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou bien le pacte sur les droits civils et politiques. Donc ça, c'est pas au niveau du Gabon qu'à un moment donné, on va poser la barre. Il y a aussi un peu de réalisme si on veut atteindre des objectifs nobles. Mais je crois que à ce moment-là, le réalisme, je doute qu'il se situe moins au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif. Parce que je suis désolée, qu'est-ce qui empêche des entités, même si elles ne sont pas ensemble, au moins d'être porteurs? Et véritablement, c'est pas si compliqué de se sentir porté par telle ou telle entité. Mais ce qui fait défaut, je veux dire, ils pourraient être ensemble. Le PDG, il est majoritaire, hein. Il est multi... je vous dis, on va chercher le bel âge, la soixantaine maintenant. En termes d'existence, c'est exceptionnel pour un parti politique, mais force est bien de constater quand même qu'il nous arrive de trouver à redire. Donc, est-ce qu'être ensemble, et alors, après, il y a eu le cercle concentrique qui est donc, et ça c'est une donnée majeure aussi, hein, des réalités du marché politique, on va avoir tendance toujours à aller dans une logique pas multi, mais, et c'est ce que vous suggérez, on part du multi à une forme d'oligopole où on se retrouve que quelques-uns à gérer, prétendument espérant que ce soit la panacée. Bon, ça reste à démontrer. Hein, ça n'a pas toujours été vérifié, mais enfin c'est une donnée que l'on constate généralement lorsque on parle de sophistication de l'entreprise politique, c'est-à-dire que c'est une donnée où on a tendance à vouloir être ensemble, quitte à se constituer en cartel, hein. Mais généralement, ces cartels vont servir à quoi? À payer la rente, je reste dans le vocabulaire, la rente et limiter les entrées des autres. Est-ce réellement ça? La prise en compte des populations. Docteur, les auditeurs vous comprennent, vous choisissez parfois les mots qui font moins mal, mais nous revenons sur le déclin des partis politiques qui se remarque, où la population dit on en a marre de ce qu'on vient nous promettre, des leaders politiques qu'on ne voit plus après les élections. Je dis, au regard de ce déclin, peut-on dire qu'on va vers les surprises telles que l'effet du mouvement La France en marche avec Emmanuel Macron? Alors, avant de répondre, moi, j'aurais envie de un peu rectifier ce que vous dites. Le déclin, ce n'est pas celui des partis politiques, mais c'est carrément celui d'une certaine vision de la politique. C'est la foi en une décrédibilisation de la noble activité qu'est la politique, car elle n'est rien d'autre que la gestion de la cité. À la base, ça n'est pas quelque chose qui aurait dû, s'il n'y avait pas les logiques de compétition, effectivement, tomber dans les travers que nous enregistrons. Mais tel est le jeu. Est-ce que nous allons là-bas? Alors attention, hein, parce que Podemos, En Marche et Tutti Quanti, tous ces mouvements-là, sont des mouvements qui malheureusement, effectivement, ont mis en lumière les déclins des partis traditionnels. C'est incontestable. Les gens ne veulent plus s'enfermer dans les logiques
traditionnels de partis, mais ils font des coalitions, je dirais, presque d'opportunité. Mais ne nous emballons pas trop parce que certaines analyses montrent déjà, comme on l'a vu là, il y a les qu'on faits a de des raisons civisme de au Gabon. parti. Vous le savez certainement, il y a déjà même des mouvements République en marche. Mais cela ne peut... Alors, je maintiens quand même que la place d'une écurie politique dans la compétition, dans le jeu du pluralisme, n'a quand même pas encore été éludée. Hein? Et c'est d'ailleurs un peu inquiétant parce que si nous n'arrivons pas encore à transformer les aspirations des populations pour lesquelles nous sommes là en réalité, en actions qui sont prises en charge, à quoi nous sert-il nous de changer dans la forme des entités qui viennent pour gérer ces aspirations-là? Je crois qu'attention à l'effet de mode, il faut pas trouver les mauvaises solutions aux vrais problèmes qui se posent. On peut faire comme à la mode, mais dans le fond, on aura toujours besoin d'être dans le giron d'un plus fort que nous. Un parti gazelle au Gabon n'a malheureusement pas beaucoup de chance d'arriver au pouvoir. Il y a certaines réalités qui vont encore s'imposer pour arriver à grappiller quelques suffrages, et ça laisse encore indispensable. Le mouvement d'ailleurs des indépendants au Gabon, on a vu, on pourrait étudier le phénomène. Ça n'a pas forcément très rapidement, les indépendants sont devenus moins indépendants qu'ils étaient au moment où effectivement ils faisaient acte de candidature. Donc, méfions-nous quand même de la réalité, la pérennité, les chances de survie encore des partis traditionnels, particulièrement au Gabon. Nous allons conclure, docteur, votre dernière lecture. Bien que les deux leaders, à savoir Michel Mingamisson et Alexandre Barrault-Chambrier, se réclament de l'opposition, on constate quand même que l'un se rapproche de plus en plus de la majorité. Il a dit lui-même lors du congrès dit de clarification qu'il sera désormais sur le terrain aux côtés du président de la République, tandis que l'autre reste campé dans l'opposition radicale. Ce sont leurs choix. Moi, le technicien, je n'ai pas à ni juger. Il me suffit de dire néanmoins que face à ce mouvement dont on a un des déroulés auxquels on assiste, il faut quand même qu'il y ait une réelle rénovation des pratiques politiques. Il y a quand même un souci de ce point de vue-là, laquelle rénovation devra quand même veiller à ce que il y ait un peu plus d'intransigeance en matière d'éthique politique. Parce qu'il ne faut pas perdre l'essentiel de vue. Hein. Nous devrions, effectivement, ça reste un champ professionnel maintenant, la politique. Mais tout de même, nous avons quand même des engagements vis-à-vis du plus grand nombre. C'est censé être un noble métier, donc un peu plus d'éthique dans sa conduite est importante. Et deuxième élément qui pour moi est majeur, il est quand même bon qu'il y ait une exigence des citoyens à pouvoir s'impliquer davantage dans les choix, dans les orientations et dans les mises en œuvre effectives, que ce soit au niveau des partis ou que ce soit même au niveau de la gestion quotidienne. Les citoyens ont leur part, leur partition à jouer. Donc, je terminerai par ces deux éléments-là. Un peu plus de morale dans toute cette gestion au quotidien du politique et puis une plus grande implication des citoyens. Merci, chers auditeurs. C'est la fin de cette émission Gabon Politique qui avait pour thème quid de la création des partis politiques dans notre pays, le cas du rassemblement, héritage et modernité. Avec notre invité, Dr Chantal Minzé Abessol, politiste chercheur, nous avons vu l'importance de ces organisations dans la gouvernance démocratique. Les partis politiques sont à la fois des machines électorales, des arènes de débat et des agents de socialisation, pour reprendre le sociologue Philippe Brault. Cependant, les animateurs de ces formations politiques doivent avoir une vision commune afin d'éviter certaines situations ingérables. Et pour résumer, le docteur Minzé, ils doivent avoir une éthique et morale politique. Encore une fois, merci docteur Minzé pour votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie. Et merci à nos auditeurs qui ne cessent de nous encourager. Je suis Claudette Eoré. L'émission a été réalisée par Julien Makita et coordonnée par Moussa Nzengi sous la supervision de Bertrand Ebiagengwe. À bientôt avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.